Juste, j'en profite pour communiquer un petit peu sur ce qu'on fait dans la maison. Donc, l'ENS de Rennes, c'est la toute nouvelle ENS créée en 2014, après avoir été une antenne de l'ENS Cachan, ce qui nous situe comme étant la 4e ENS dans l'ordre de création, la première étant l'ENS Ulm à Paris, ENS Lyon ensuite, ENS Cachan, et enfin donc ENS Rennes depuis 2014. Donc au sein de cette ENS, on n'y fait pas que de l'éducation physique et du sport. Il y a 5 départements. Le département mathématiques, le département informatique, le département mécatronique, qui est une sorte de mixte entre la mécanique et l'électronique, et le département droit, économie et management, et puis le département sciences du sport, éducation physique. Donc notre mission au niveau du département s'inscrit dans les missions globales des ENS, qui est de former des agrégés docteurs. Donc on recrute nos étudiants à partir du L2 sur concours. Et au sein de l'ENS ensuite, au sein de notre département, et dans les autres d'ailleurs, c'est le cursus est identique. En première année, ils sont inscrits en parallèle en L3 au STAPS de Rennes 2. Ensuite, en deuxième année, ils font un master. En troisième année, ils passent l'agrégation et ils finissent leur cursus en quatrième année où ils finissent leur master 2. Donc voilà le cursus de formation avec deux dimensions d'information de nos étudiants. C'est une formation A et par la recherche en STAPS et une formation plus spécifiquement éducation physique et sportive, notamment à travers notre dispositif de préparation à l'agrégation externe. Donc c'est un grand plaisir pour nous et pour moi personnellement de vous accueillir pour parler, discuter d'éducation physique dans la maison. On parle beaucoup de sciences du sport, on parle beaucoup de toutes les sciences qui touchent au STAPS. On parle, à mon avis, peut-être pas toujours assez d'éducation physique, donc c'est un grand plaisir que de vous accueillir pour discuter ensemble de problématiques qui nous touchent particulièrement, d'autant plus que j'ai quelques étudiants en prépa grec qui sont là, puisque la thématique des compétences est inscrite depuis cette année au programme de l'ECRI 2, l'agrégation externe. Donc cette thématique nous est doublement intéressante. Donc bienvenue à nouveau, et puis je vous souhaite une bonne soirée, que celle-ci soit la plus agréable possible dans nos locaux. Soirée, j'ai dit ? Oui. Ah, excusez-moi. On va travailler un peu avant. Hein. Merci. Ceci étant dit, donc vous avez sous les yeux au tableau le déroulé prévisionnel de la journée, qu'on espère pouvoir tenir à peu près dans les délais. Donc le choix qui avait été fait de cette journée-là s'inscrit dans une décision nationale du SNEP qui était de favoriser partout où c'est possible, dans toutes les académies, des journées de travail et de réflexion sous les formes à inventer localement, mais visant à faire en sorte qu'on agite un petit peu les débats autour de la question centrale de ce qui se fait en éducation physique aujourd'hui, compte tenu de ce qui institutionnellement est en cours, les réformes en cours, réforme du collège, réforme du DNB, réforme du lycée, réforme du bac. Et donc le sentiment que l'on a que les débats autour de ces questions-là ne sont pas tellement organisés pour que la profession et les acteurs de terrain puissent se saisir de ces questions-là et qu'on entende un petit peu leur voix dans les décisions qui sont prises. Donc on va commencer donc de la manière suivante. Moi j'ai préparé une introduction que j'ai voulu un petit peu comme une mise en perspective par rapport à où on en est rendu aujourd'hui. Alors ça peut paraître un peu langage de dinosaure, mais je remonte en gros à la période de 1969 à nos jours. Donc je pense que pour saisir un petit peu ce qui se passe et pourquoi aujourd'hui on tire un peu la sonnette d'alarme, le dernier bulletin académique faisait état, je pense que dans l'édito on a parlé de risque de fragilisation de la discipline au moment où on se trouve là. Il faut saisir un petit peu le sens de ces évolutions-là.
Le choix qui a été fait, c'est donc de situer, après la discussion, à partir d'expériences professionnelles réelles, donc de collègues qui vont présenter ce qu'ils font et comment eux, les articulent un petit peu les exigences institutionnelles, les débats en cours avec leurs pratiques de terrain et la réalité de ce qu'ils proposent aux élèves et de ce qui se passe. Puis en début d'après-midi, on a invité, il vient de Belgique, Nico Hirt, qui est un chercheur qui n'est pas du tout dans le domaine des STAPS, puisque c'est un mathématicien, physicien, et qui a énormément travaillé depuis longtemps sur ce que recouvre tout le vocable de compétences, c'est-à-dire d'où ça vient, à quoi ça sert, comment c'est traité, d'un point de vue donc beaucoup plus distancié que notre point de vue de praticien EPS. Et puis, on terminera avec une table ronde en fin de journée à laquelle on a demandé à Angelko Svelin, qui est secrétaire national du SNEP et qui au groupe pédagogique national, qui a un regard de militant national sur ce qui se passe un petit peu dans le pays, de répondre à un certain nombre de questions sous forme d'une table ronde et de regards croisés sur des questions qui sont posées à des gens donc de milieux et de positionnements divers. Voilà. Donc je vais démarrer. Donc moi je pense qu'il faut resituer cette affaire-là en 69 parce que j'ai appelé ça histoire d'intégration. Histoire d'intégration parce que dès 1969, la confusion entre le sport civil, on va dire, et la discipline obligatoire EPS est entretenue par tous les pouvoirs en place jusqu'en 1981. Pour les plus anciens ou ceux qui mettent leur nez dans les livres, de Comiti à Soissons en passant par Mazot, toutes les politiques n'ont eu de cesse de travailler à une conception relativement utilitariste de l'éducation physique au service des résultats sportifs de la nation. Et la réduction de la place de l'éducation physique dans le système éducatif, puisqu'on est passé à cette époque d'une affirmation des 5 heures par semaine pour les élèves à une réalité de terrain qui faisait qu'on est arrivé à une existence au sein du système éducatif de 2 à 3 heures maximum. On a vu la volonté d'externaliser une discipline qui était déjà gérée par le ministère de Jeunesse et Sport au sein de l'Éducation nationale. Néanmoins, la profession s'est un peu quand même mobilisée à cette époque-là et l'intégration universitaire de la formation a été gagnée en 1975. Donc ce n'est qu'en 1975 qu'on a commencé à former les enseignants d'éducation physique au sein de l'université française. Donc c'est bien avec cette mobilisation importante que la profession et le syndicat gagneront cette bataille de l'intégration au sein de l'éducation nationale avec l'arrivée de Mitterrand en 1981 et un travail préparatoire qui aura conduit à cette décision-là. La deuxième histoire, après, c'est une histoire de didactique et de pédagogie. Alors, je dis ça de manière très globale, mais la place, on considère qu'elle avait été gagnée au sein de l'éducation nationale. Et la décennie 1980-1990, pourrait-on dire, va être celle de la reconnaissance institutionnelle, avec d'abord une refonte des examens, début des années 80, et un énorme travail professionnel de toute la profession, donc dans beaucoup d'académies, sur les contenus de la discipline. C'est l'époque où les gros chantiers pédagogiques s'ouvrent, avec des écoles un peu identifiées, Lyon, Lille, Créteil, Nantes. Il y a énormément de production de documents, de travaux didactiques. On a organisé à cette époque-là syndicalement de très nombreux colloques. Il y a tout un ensemble de documents et de bouquins qui sont le fruit de ces journées de travail, de ces journées qui réunissaient entre 500 et 1000 collègues à Paris régulièrement, si je me souviens bien. Et on organise donc un débat, une confrontation entre tous ces courants-là, avec le souci constant de faire en sorte que les collègues soient maîtres d'œuvre des choix qui les concernent et qui concernent les élèves qu'ils ont en charge. Donc l'option syndicale, à l'époque, c'est d'asseoir une discipline scolaire en prise avec des savoirs authentiques et d'évincer l'approche d'une discipline de service. C'est la constitution de ce qu'on voudrait voir être le fond un peu disciplinaire. À l'époque, on nous parle beaucoup de fonctions de soupape de l'éducation physique, notamment dans les zones difficiles. On a utilisé à l'époque le terme de bromure des banlieues. Pour ceux qui se rappellent, qui ont travaillé dans ces endroits-là, beaucoup de sport dans les quartiers difficiles, ça permettrait sans doute peut-être d'éteindre un petit peu les foyers, un petit peu d'agitation. Donc on a des choses comme ça qui se passent.
On a toujours une volonté d'externalisation de la discipline, avec tout un ensemble de circulaires qui organisent une pratique dans le premier degré, avec le souci de faire prendre en charge par les communes et les collectivités locales la pratique des jeunes à l'école primaire. Donc, circulaire Jospin-Bonbuc, contrat d'aménagement du temps de l'enfant, aménagement de rythme de vie. On n'est pas sorti de cet ensemble de dispositifs pendant cette décennie 81, on va dire 1980-1992. Et toujours par rapport à cette situation-là, le SNEP continue de se battre contre une conception qui organise la confusion. La confusion par l'animation d'animateurs, au détriment, par exemple, de la formation des professeurs d'école au sein des écoles normales devenues IUFM et qui s'est vu réduire comme peau de chagrin du point de vue de ses volumes horaires et de ses contenus de formation. La troisième histoire, c'est une histoire de programme. C'est-à-dire que si on continue dans cette logique-là, on se dit que, considérant l'importance du travail didactique accompli, c'est-à-dire de tout ce qui a pu être inventé pour aller à la fois doter les jeunes d'une culture pratique dans le champ des APSA, mais aussi de contribuer à les doter par ces pratiques d'une socialisation éclairée, on dirait, dans le cadre de l'école républicaine. Donc le SNEP s'est battu à l'époque pour la mise en place de programmes d'éducation physique dans les début des années 90. On obtient ainsi que soit mis en chantier ce travail et cette création de programmes dans plusieurs académies. Les académies mettent en place des groupes programmes à l'initiative de l'inspection générale. Des appels d'offres sont lancés dans les UFR STAPS, dans les centres de formation. À ce moment-là, le syndicat va se battre contre un formatage, on va dire. On va appeler ça un formatage. L'inspection générale, à l'époque, est administrée par un certain monsieur Pinault, l'inspecteur général, et qui met en place et qui propose ce qui est appelé à l'époque un schéma directeur. Donc le schéma directeur, c'est un cadre de construction de programme qui est relativement fermé, on va dire ça. La profession arrive à refuser ce schéma. À l'époque, c'était les principes opérationnels, des principes d'action, principes opérationnels, principes de gestion. Le ministère ne suit pas l'inspection générale sur cette logique-là et on remet en chantier un autre mode de fonctionnement pour des programmes d'éducation physique. Donc à cette époque-là, le terme de compétence, il est largement utilisé dans notre milieu depuis la décennie 1980, dès lors que les groupes académiques ont travaillé sur les questions didactiques et pédagogiques. On voit apparaître le terme de compétence dans nos écrits et dans nos réflexions. Le moment d'après, l'autre chantier, je dirais, après cette bataille pour les programmes, c'est ce qu'on peut considérer comme étant une bascule idéologique assez forte quand même. C'est-à-dire qu'on a brossé la bataille pour la constitution d'un champ spécifique d'éducation physique dans le milieu scolaire, entre le refus de la confusion sport EPS et le refus de l'externalisation qui s'y rattache. Et si l'EPS est importante pour la formation des jeunes, c'est à l'école que ça doit se passer. C'est aussi le refus d'une approche exclusivement contributive et utilitariste à l'équilibre social ou à des objectifs généraux. Et en ce sens, les termes présents dans les premiers textes modernes de l'EPS, par exemple, l'EPS ne se confond pas avec les APSA, ou bien les APSA à la fois sujet et objet de l'éducation physique et sportive, représentaient assez bien une conception équilibrée et assez dialectique de la fonction scolaire. C'était bien le traitement par l'école de savoirs issus du champ des pratiques sociales qui déterminait les contenus de la discipline scolaire. Puis en 2008, un changement important, on peut dire, intervient suite à la parution du socle commun première génération. Les APSA commencent à être mises au second plan au profit des compétences attendues générales qui sont alors de deux types. Compétences attendues séparées en 4 grandes catégories et puis compétences méthodologiques et sociales. Il est toujours fait référence à 8 groupes d'APSA, mais on sent que l'inspection générale oriente tous ses travaux autour des 4 compétences générales et les programmes lycées en font état également, y compris jusqu'au baccalauréat, dans le choix des épreuves qui doivent être proposées au bac EPS. Donc le concept maintenant défendu est présenté par l'institution comme acquis de matrice disciplinaire, avec le terme d'activité support dans le cadre d'une approche pilotée par des compétences générales. Et ça nous semble assez caractéristique vraiment d'une bascule par rapport à ce qui se passait avant. Le terme de compétence est utilisé par la profession dans son travail donc depuis presque 30 ans maintenant, si on revient là-dessus.
Ce que le SNEP conteste aujourd'hui, c'est la dilution de leur contenu historique, spécifique, contextualisé, dans un généralisme attrape-tout. L'approche actuelle manquerait singulièrement de dialectique et ouvrirait la porte à une réduction possible de l'éducation physique à une fonction supplétive. On objectera que la fonction de conception des enseignants d'EPS n'est pas remise en cause, mais déjà avec les groupements d'APSA subordonnés à une approche formelle, par exemple le rugby et le tennis de table contribuant à la même chose, c'est le caractère un peu spécifique des savoirs qui était mis au second plan, dans le bac donc notamment avec des menus orientés. En 2015, la naissance du socle commun de compétences, de connaissances et de culture, deuxième génération. La culture refait son apparition dans le socle après une bataille acharnée au plan national. Les programmes EPS sont jugés satisfaisants, mais c'en est trop pour les politiques. Ils sont réécrits dans le dos des rédacteurs initiaux au courant de l'été 2015, et la profession, pendant l'été, n'est pas tenue au courant de cela, est vidée de leur formulation spécifique. Il fallait que l'inspection générale, évincée du travail national par un manque de propositions de sa part, retrouve la main sur l'affaire. Et on arrive à la quatrième et dernière partie, peut-être, c'est ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être une fragilisation un peu augmentée de la situation. On avait mené un travail conséquent depuis 1969, et il semblerait que cela résiste difficilement à l'offensive libérale, puisqu'il faut bien l'appeler comme cela. L'exception française était la place accordée au champ des pratiques APSA dans le système scolaire de masse, que ce soit par son volume horaire, la reconnaissance institutionnelle dans les diplômes, l'existence d'un sport scolaire obligatoire. Les attaques se multiplient dernièrement avec un objectif central clairement affiché par les cercles libéraux et les politiques européennes: réduire les coûts éducatifs et donc les volumes horaires, localiser les formations au plus près des bassins d'emploi et donc comprimer ce que doit être la formation générale. La responsabilité publique et collective doit céder la place à la responsabilité individuelle dans les domaines de la vie sociale et les parcours de formation. Nous avons donc, dans un temps très réduit, et alors que nous avions réussi il n'y a pas si longtemps à maintenir notre modèle français, assisté premièrement à une mise en place d'une réforme qui dilue des savoirs dans des programmes vides de contenu propre à l'éducation physique, la suppression d'une prise en compte spécifique de l'éducation physique et de son évaluation dans le diplôme du brevet, une réforme du lycée qui suit avec la mise en place programmée d'un bac modulaire, même s'il y a des petits infléchissements en ce moment qui sont dus aussi aux réactions de la profession, et donc d'une scolarité éclatée et parcellisée qui ne profitera pas au milieu populaire, un accès à l'université qui s'organise avec une sélection déguisée pour ne pas financer les besoins importants dans la décennie à venir. Tout cela va renvoyer la réussite au choix individuel et renforcer le tri social. Pour conclure cette introduction un petit peu, le SNEP défend une éducation physique qui ne saurait pas se confondre avec les APSA, mais qui dispose de savoirs identifiés, les organise, les transmet, dans une visée émancipatrice et formatrice. Pour tous les jeunes, ce ne peut être que dans un service public renforcé. Ces contenus nécessiteront encore et toujours des débats qui vont bien au-delà d'un quelconque modèle imposé. Le seul modèle que le SNEP revendique est le suivant: l'accès de tous à des pouvoirs émancipateurs est un enjeu social déterminant à conserver. Le développement d'attitudes et de méthodes est lié au mode d'acquisition de ces savoirs. Seule l'école peut permettre cela pour tous. Parfois, il est fait référence à un dualisme particulier. Le culturalisme, qui serait la vision passéiste de l'éducation physique, véhiculée par le SNEP, et le développementalisme, qui serait l'apanage des modernes et l'avenir, pour justifier les orientations en cours. Cette opposition est même défendue par certaines associations pédagogiques ou organisations syndicales. Bien sûr, nous contestons cette caricature. Comment existerait-il une culture qui ne transforme pas les individus et des processus d'acquisition qui n'aboutiraient pas à une maîtrise de réels savoirs? Alors, de quoi la bataille idéologique contre les savoirs identifiés en éducation physique est-elle le nom? Nous avons fait le choix de partir donc de comptes rendus de pratiques présentés par des collègues. Nous leur avons demandé de faire état d'expériences pratiques et réelles pour interroger les relations que cela engage avec les exigences institutionnelles et notamment un socle de compétences commun, de compétences et de culture qu'il faut bien concrètement identifier. Dans un deuxième temps, donc Nico Hirt, je le disais tout à l'heure, nous présentera ses travaux sur ces notions de compétences et nous terminerons par la table ronde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà.